Les armes occidentales n'ont pas seulement aidé l'Ukraine à survivre, elles ont aussi acheté un temps précieux pour que quelque chose d'encore plus dangereux émerge. Pendant que l'Ukraine développait frénétiquement sa propre industrie d'armement à partir d'usines de meubles et d'usines automobiles, ces 7 innovations occidentales ont donné à l'OTAN la confiance que cette guerre pouvait être prolongée. Chaque pièce d'équipement, chaque munition, chaque cargaison d'armes et chaque paquet d'aide signifiait que l'Ukraine pouvait se battre un jour de plus. Tout cela parce qu'ils avaient la capacité de s'adapter pour survivre à l'assaut initial de février 2022. Mais voilà, l'Ukraine se battait avec un sérieux handicap. Elle avait hérité d'équipements de l'époque soviétique, conçus dans les années 1970, opposant son maigre arsenal à la machine militaire moderne du président russe, Vladimir Poutine. Les armes occidentales ont rétabli l'équilibre, puis elles l'ont complètement bouleversé. Plongeons dans les équipements militaires occidentaux, les plus meurtriers, qui ont transformé l'Ukraine, passant du statut d'outsider à celui de véritable cauchemar pour les forces russes. Numéro 1, HIMARS. Quand le premier système de lance-roquettes d'artillerie à haute mobilité est arrivé par avion américain, en juin 2022, l'armée russe entière a commencé à s'inquiéter. Voici un lanceur monté sur camion, capable de délivrer une ogive guidée de 90 kg n'importe où dans un rayon de 80 km, et de toucher à moins de 3 mètres de sa cible. Le système HIMARS est simple en apparence, mais d'une efficacité dévastatrice. Le cône de nez contient un système de guidage par satellite offrant à la roquette une précision de tireur d'élite. Le système nécessite seulement 3 opérateurs, et les soldats peuvent être formés à son utilisation en une semaine. L'équipage du HIMARS essaie de se cacher de la surveillance ennemie sur un site de camouflage. Une fois sa position de tir quittée, le HIMARS risque d'être repéré et ciblé. Le compte à rebours est lancé. Avant le HIMARS, l'Ukraine utilisait des systèmes d'artillerie soviétiques, qui prenaient plusieurs minutes à installer et déployer. Face à la supériorité numérique russe, cet ancien équipement condamnait à mort ses opérateurs. C'est d'autant plus vrai depuis que la guerre est devenue un conflit de haute surveillance, un aspect que nous explorerons davantage avec un autre de nos systèmes d'armes. Les obusiers existants de l'Ukraine avaient à peu près la moitié de la portée des HIMARS, tout en dépendant de munitions d'artillerie relativement inefficaces, et en étant en plus grossièrement imprécis. Entre juin et septembre 2022, les États-Unis ont envoyé à l'Ukraine environ 40 lanceurs HIMARS et des milliers de roquettes, que les responsables de la défense affirment que les Ukrainiens ont utilisé pour attaquer plus de 350 postes de commandement russes, dépôts de munitions, dépôts de ravitaillement et autres cibles de grande valeur loin derrière les lignes de front. Jusqu'à aujourd'hui, les HIMARS et autres systèmes à longue portée ont donné aux Ukrainiens la capacité d'atteindre et de frapper des cibles que les Russes auraient crues en sécurité en 2022. Encore plus crucial, les HIMARS, l'un des rares systèmes modernes fournis par l'Occident à l'Ukraine, ont contraint la Russie à s'adapter aux futurs changements dans l'arsenal ukrainien, avec des résultats variables. Un des rares moyens de contrer l'artillerie à moyenne et longue portée est d'utiliser des radars à portée supérieure. Les radars russes se sont montrés très peu fiables sous pression, que ce soit à cause d'erreurs des opérateurs, de problèmes techniques, de la guerre électronique ou simplement d'un manque d'efficacité et de spécifications techniques surestimées. L'Ukraine a utilisé les HIMARS pour cibler les systèmes logistiques russes en frappant des objectifs fixes vitaux et des dépôts servant au ravitaillement ou comme poste de commandement. Mais la situation devient difficile pour la Russie. En mai 2024, l'Ukraine a été autorisée à utiliser les Guided Multiple Launch Rocket System et d'autres armes à longue portée de l'OTAN sur le territoire russe. C'est-à-dire sur le territoire russe, avant le début de la guerre. Les frappes de HIMARS ont persisté et élargi leur portée, détruisant et endommageant des lanceurs et d'autres éléments du système russe de missiles solaires longues, portée S-300, S-400, dans la région de Belgorod, en Russie. Malgré ses avantages durant les 2 premières années de guerre, cet équipement présente néanmoins des inconvénients. Le HIMARS a été régulièrement ciblé par les capacités de brouillage et de guerre électronique de la Russie, réduisant significativement sa précision. La probabilité d'erreur circulaire est passée de 3 mètres à plus de 15 mètres, signifiant que la moitié des missiles atterrissent à plus de 15 mètres de leur cible. Un autre problème est que malgré la portée généreuse du HIMARS comparée aux armes soviétiques, elle reste limitée. Chaque HIMARS peut transporter un missile longue portée, le système de missiles tactiques de l'armée. Cependant, les États-Unis n'en ont pas fourni suffisamment pour avoir un impact significatif. La Russie a retiré une partie de ses équipements logistiques et militaires essentiels, privant ainsi le HIMARS de la plupart de ses cibles cruciales. Les essaims de drones occidentaux sont principalement utilisés contre des cibles stationnaires ou lentes. Parmi tous les systèmes d'armes développés ou présentés en Ukraine, les différents types de drones méritent le plus d'attention.
bien qu'ils n'aient pas été les plus déterminants lors des premiers mois de l'invasion, comparés aux systèmes traditionnels de missiles et de défense anti-aérienne. Cela a aidé l'Ukraine à contrer les frappes d'artillerie constantes, mais les drones allaient devenir l'élément clé de la stratégie de combat ukrainienne. Durant le premier semestre 2025, environ 70% des pertes militaires russes ont été causées par divers types de drones. Malgré le succès de l'Ukraine dans la construction d'une des plus grandes et diverses industries de drones au monde, comme évoqué dans une précédente vidéo, certaines armes occidentales se sont avérées être les principaux moteurs de cette innovation. Au cours des premiers mois de la guerre, le Pentagone a fait la une des journaux en annonçant qu'il envoyait les systèmes secrets Phoenix Ghost à l'Ukraine. L'élément clé était le Dominator, un système aérien sans pilote de groupe 3 avec plus de 5 heures d'endurance de vol. Portée d'environ 300 miles, vitesse maximale de 55 nœuds, capacité de charge utile de 37 livres en fragmentation ou pénétration. Selon le site web du fabricant, ces munitions rôdeuses atteignent un vol autonome grâce à des algorithmes et à la fusion de capteurs, leur permettant de naviguer, de prendre des décisions et d'accomplir des missions sans intervention directe. Utilisant la navigation basée sur la vision pour identifier et suivre de manière autonome des points de repère dans leur environnement, permettant un positionnement précis et une recherche de trajectoire sans dépendre du Global Positioning System. Une autre innovation notable dans l'arsenal américain est le Switchblade 6 Sense, un drone kamikaze d'une portée d'environ 40 km, pouvant voler 40 minutes, atteindre 240 km, HH, et transporter une ogive anti-char. Pesant environ 30 kg, c'est l'un des drones anti-chars les plus lourds, développé pour la guerre en Ukraine. Contrairement à la plupart des drones, le Switchblade est lancé par un tube et ne nécessite pas de capteur externe pour suivre ses cibles. Le système de guidage permet à l'opérateur de changer partiellement de cible en cours d'opération. Pendant que ces drones amélioreraient les frappes de précision à courte portée de l'Ukraine, un autre système occidental formerait le cœur de ses capacités de reconnaissance. Pour une vue d'ensemble du champ de bataille, le Jump 20 est une plateforme aéronef à décollage et atterrissage verticaux, à voilure fixe de groupe 3, capable de décoller et d'atterrir verticalement. Il a une portée de 185 km et une capacité de charge utile jusqu'à 13,6 kg. Ce drone-avion se distingue par son indépendance à une piste, permettant une installation et une opérationnalité en moins d'une heure, sans équipement spécialisé pour le déploiement et la récupération. D'autres drones de surveillance ont emboîté le pas. Les nanodrones Black Hornet ont offert aux soldats à pied une connaissance discrète de la situation, transmettant des vidéos en direct et des images haute définition à leurs opérateurs. Pendant ce temps, le Scan Eagle est une plateforme intelligence, surveillance et reconnaissance à longue endurance, qui peut opérer à des altitudes allant jusqu'à 19 500 pieds. Grâce à ces drones, l'Ukraine a soudainement acquis une vision et une portée létale, s'étendant sur des centaines de kilomètres derrière les lignes ennemies, un atout inédit dans leur arsenal soviétique. Jusqu'à ce que le pays s'appuie davantage sur des drones domestiques et commerciaux convertis, les drones militaires dédiés offraient une puissance de maintien suffisante. 3. F-16 Fighting Falcons. Lorsque les premiers F-16 ont touché le sol ukrainien, en juillet 2024, l'armée de l'air russe a rencontré son premier véritable adversaire en plus de 3 ans de guerre. Ce n'étaient pas des pièces de musée, mais des machines de guerre modernisées et éprouvées au combat. Les premiers exemplaires vus dans le ciel ukrainien viennent des Pays-Bas et du Danemark, et sont à mi-vie. Des améliorations du bloc 15 incluant l'avionique, l'armement et les performances des versions plus récentes du Viper sur des cellules âgées. Les images en provenance d'Ukraine montrent que les avions ont été équipés d'une série de mises à niveau défensives, le système de pylônes intégré de guerre électronique d'Elbit et Terma, le brouilleur Airborne Non-Automatic Launch Q-162 de Northrop Grumman et le système d'alerte missile ANAAR-60 de Hensoldt. Avant l'arrivée des F-16, l'Ukraine disposait d'environ 120 avions de l'ère soviétique, qui accumulaient tous des heures de vol à un rythme accéléré, et étaient déjà considérés comme obsolètes au début de la guerre. Malgré les efforts de l'Ukraine pour entretenir ces avions de chasse, les pertes se sont rapidement accumulées. Plus de 30 des 72 Sukhoi 27 ont été perdus en 3 ans, principalement durant la première année de la guerre. Les F-16 étaient considérés comme essentiels pour changer la donne dans la guerre aérienne, grâce à leur portée efficace et leur fiabilité. Les avions surpassaient en manœuvrabilité les appareils russes contemporains et déployaient des missiles air-air pour contrer les frappes à longue portée. Dans un exemple, un F-16 opéré par un Ukrainien a abattu 6 missiles de croisière russes en une seule mission. Le pilote a utilisé le canon principal de l'appareil pour détruire 2 missiles. Cela prouve l'expertise des pilotes ukrainiens et la flexibilité de la plateforme. Un autre F-16 ukrainien a abattu un chasseur russe Su-35 au-dessus de Koursk en utilisant un missile à guidage radar actif AIM 120 AMRAM.
Le missile susmentionné est l'un des principaux atouts, rendant les F-16 vraiment utiles plus à l'Ukraine. Le F-16 plateforme d'armes polyvalente est compatible avec une large gamme de missiles de l'OTAN. Cela permet au pays de donner ses armes vieillissantes à l'Ukraine pour une utilisation judicieuse. Et les F-16 n'ont été que le début de la révolution de l'armée de l'air ukrainienne. Début 2025, ils ont été rejoints par les avions de chasse Mirage 2005 de supériorité aérienne de la France, qui sont équipés de systèmes d'armes distincts afin d'offrir une redondance indispensable et une capacité opérationnelle accrue. L'Ukraine utilise ces nouveaux avions jusqu'à l'épuisement, confirmant le besoin d'en avoir davantage. Comme l'avait déjà souligné le président ukrainien Volodymyr Zelensky, la force aérienne du pays manque encore de plusieurs dizaines de F-16. 4. Les systèmes de missiles Patriot. Lorsque Vladimir Poutine a lancé ses missiles hypersoniques, Kinzhal, les batteries Patriot fournies à l'Ukraine les ont abattus calmement comme des pigeons d'argile. Le message était limpide. Vos armes miracles sont dépassées. La variante PAC-3 Patriot Advanced Capability 3 utilise une technologie d'impact direct, conçue pour détruire les menaces entrantes en les percutant directement, plutôt qu'en explosant à proximité. Le PAC-3 offre également une densité élevée de missiles par lanceur, avec jusqu'à 16 missiles PAC-3 par conteneur, contre 4 pour l'ancien PAC-2. Le radar ANMPQ-65 associé offre une couverture à 360 degrés et peut suivre jusqu'à 100 cibles simultanément. La capacité du radar à détecter et à hiérarchiser les menaces à des distances dépassant 60 miles, en fait l'un des systèmes mobiles de défense anti-aérienne les plus complets qui existent, ce qui justifie son prix de 11 milliards de dollars. Attaché à une seule batterie comprenant le lanceur, le stockage des missiles, le radar, les antennes, l'alimentation et un centre de commandement. Comme d'autres dons occidentaux, les Patriots ont offert à l'Ukraine un répit pour élaborer des stratégies nationales. L'Ukraine est entrée en guerre avec des systèmes de défense anti-aérienne S-300 de l'ère soviétique, conçus pour les menaces des années 80. Face aux missiles balistiques modernes, de croisière et aux armes hypersoniques, ils étaient quasiment sans défense. En novembre 2024, une batterie Patriot à Kiev a intercepté une salve de missiles hypersoniques russes. Un exploit démontrant l'aptitude du système à gérer les menaces de pointe. En 2025, l'Ukraine a reçu 7 batteries Patriot, dont l'une est considérée comme un remplacement, ou une batterie partielle destinée à accompagner un autre système. Cependant, la protection qu'offre un système Patriot a un prix exorbitant. Chaque missile PAC-3, Missile Segment Enhancement, coûte 4 millions de dollars l'unité, et est techniquement plus cher qu'un missile que la Russie pourrait utiliser n'importe quel jour. Avec un stock limité de missiles, l'Ukraine a hésité à s'en servir, et des salves plus grandes ont encore une chance de passer malgré tout. Dans un cas, les 9 missiles envoyés lors d'une frappe massive impliquant plus de 900 drones ont tous franchi les défenses ukrainiennes. Les Russes ont amélioré leurs missiles Iskander-M, les rendant plus difficiles à intercepter pour les Patriotes grâce à des leurres radars et une trajectoire quasi balistique. 5. Missiles anti-char Javelin. Dans cette guerre, aucune arme occidentale n'est devenue plus emblématique que le missile guidé anti-char 148 Javelin, surnommé Saint-Javelin. Dans les mêmes Ukrainiens, ce tueur de chars tiré à l'épaule est devenu le symbole de David terrassant Goliath, missile après missile. Une fois qu'un missile était lancé depuis le Javelin, il parcourt 1000 pieds en 7 secondes tout en étant guidé par un chercheur infrarouge. La première des 2 ogives à haute puissance explosive détruit le blindage réactif, permettant à la seconde de percer le blindage principal de la cible. Les ogives combinées du Javelin peuvent pénétrer de l'acier jusqu'à 315 pouces d'épaisseur, ce qui traverse aisément le blindage des chars modernes. Avec une portée de plus de 15 miles, le Javelin offre à son opérateur une certaine sécurité et peu de temps de réaction à sa cible. Le principal avantage du Javelin est son chercheur infrarouge. En tant que système tire et oublie, un soldat peut viser, tirer, puis se mettre à couvert ou commencer à recharger pour un second tir. La munition à chercheur fera le reste. Les statistiques du Pentagone rapportent que sur les 112 premiers missiles Javelin tirés par les Ukrainiens, 100 ont atteint leur cible, ce qui équivaut à un taux de précision de 89%. En janvier 2024, les États-Unis ont livré plus de 10 000 missiles Javelin à l'Ukraine, ainsi que 50 unités de lancement de commandement Javelin. En 2022, les États-Unis ont conclu un contrat avec le fabricant Lockheed Martin pour augmenter la production de 2000 à 4000 unités par an, l'excédent étant directement destiné à l'Ukraine. Cela signifie que l'Ukraine devrait recevoir environ 2000 javelins par an, pour remplacer une partie de l'équipement utilisé. Numéro 6. Missile Storm Shadow. Le Royaume-Uni livre des Storm Shadow. En mai 2023,
Ce don d'armes modernes de l'OTAN européenne a fourni à l'Ukraine une redondance cruciale pour ses opérations à longue portée, constituant l'un des premiers dons majeurs de ce type. En somme, ils sont devenus les options principales pour cibler des objectifs prioritaires afin de perturber la logistique et les approvisionnements russes, offrant à l'Ukraine des frappes de précision supérieures aux missiles soviétiques. Le Scalp EG franco-britannique, ou Storm Shadow, fabriqué par MBDA, est un missile furtif lancé depuis les airs, capable de frapper des cibles à plus de 240 km et doté d'une charge explosive de 450 kg, conçu pour détruire des cibles renforcées comme des chars, bunkers et ponts. Son système de navigation combine Global Positioning System guidage embarqué et cartographie pour contrer la guerre électronique, car neutraliser les trois simultanément est très improbable. Les Storm Shadows ont été une bénédiction pour l'Ukraine car ils ne nécessitaient pas de lanceurs ou de plateformes spécifiques. Le stock de Su-24 de l'Ukraine nécessitait des modifications mineures pour accepter et déployer le missile, donnant aux pilotes expérimentés un avantage crucial lors des missions nationales. Peu après leur livraison à l'Ukraine, les missiles Storm Shadow auraient été utilisés pour attaquer des sites industriels dans la ville de Luhansk, occupée par la Russie. Le missile Storm Shadow a été utilisé pour frapper un poste de commandement russe dans l'oblast de Zaporizhia, tuant le général-major Sergei Goryachev. En 2023, des missiles Storm Shadow ont été utilisés pour frapper le pont routier de Tchongar, reliant la Crimée à l'oblast de Kherson. L'attaque a fortement perturbé la logistique et le transport russe. De plus, l'Ukraine ayant reçu l'autorisation d'utiliser ses armes pour bombarder la Russie, le Storm Shadow a acquis une nouvelle dimension stratégique. Malgré un approvisionnement limité dû à des coûts élevés de 1 à 2 millions de dollars et une production en petite série. 7. Véhicules de combat. Bradley. Les premiers mois de l'invasion ont montré que les chars devenaient progressivement de moins en moins importants à grande échelle dans la guerre moderne. Les véhicules de combat d'infanterie tels que le Bradley ont optimisé ce concept, offrant des performances similaires à celles d'un char à moindre coût et avec plus de polyvalence. Le Bradley est doté d'un canon mitrailleur de 25 mm et de missiles TAU efficaces contre les chars. Les missiles TAU dépassent la portée des chars russes grâce à la distance d'engagement supérieure du véhicule de combat d'infanterie et à ses systèmes optiques avancés. Le M2 a un équipage de 3 personnes, commandant, tireur et conducteur, et peut transporter 6 soldats équipés comme passagers. Une escouade sur roue, le système surpasse un char en puissance de feu. Le Bradley permet à l'infanterie ukrainienne de parcourir rapidement de longues distances, atteignant une vitesse maximale d'environ 66 km/h. Cela a donné à l'Ukraine un avantage qu'elle devait exploiter, ce qu'elle a fait. En janvier 2024, une paire de Bradley M2A2 ukrainiens de la 47e brigade mécanisée a engagé et neutralisé un char russe T-90M à courte distance avec leur canon automatique à Stapova, en Ukraine. Les véhicules ont utilisé leurs systèmes optiques pour engager les chars à distance, tandis que leur meilleure maniabilité a fait que le char a manqué sa première et unique chance de riposter. De plus, grâce à leur excellent blindage et grande maniabilité, les Bradley offrent plus de sécurité aux fantassins transportés. Selon Oryx, à la mi-2025-177 des Bradley donnés ont été confirmés détruits, endommagés, abandonnés ou capturés. Cela représente plus de la moitié des véhicules donnés, mais voici le contexte essentiel. Selon les données en source ouverte d'Oryx, la Russie a perdu plus de 6000 véhicules de combat d'infanterie en 3 ans, un chiffre stupéfiant qui met en évidence leur vulnérabilité. Plus de 760 BMP-3 équivalents du Bradley ont été perdus. C'est la conclusion. 3 ans après le début de cette guerre d'usure, ces 7 systèmes d'armes ont radicalement changé l'équilibre des forces. Ils ont prouvé que la technologie militaire occidentale, bien utilisée, peut compenser les désavantages numériques et technologiques. De plus, ils l'ont fait avec des quantités bien moindres que celles réellement possédées par les arsenaux de l'OTAN. N'oubliez pas que les F-16 donnés à l'Ukraine étaient voués à la destruction, car les pays qui les possèdent les remplacent par des F-35. Les États-Unis eux-mêmes disposent d'environ 1600 avions de chasse, ce qui rend la flotte d'environ 90 avions en Ukraine dérisoire en comparaison. Les batteries de missiles et les missiles longue portée donnés par l'OTAN sont les surplus de production que l'Alliance pense pouvoir reconstituer dans les années à venir. Aucune des armes réellement actives de l'Alliance n'est livrée en quantité suffisante pour entamer ses arsenaux. De plus, l'agression croissante de la Russie a incité les dirigeants de l'OTAN à relancer les programmes d'acquisition militaire. L'Allemagne, grande puissance économique mondiale, prévoit une modification majeure du financement de sa défense. Plus crucial encore, ce n'était qu'une mesure temporaire. Les armes ont donné à l'Ukraine la ressource la plus précieuse en guerre, du temps. Du temps pour développer la production nationale, former les troupes, adapter les tactiques et créer de nouvelles armes offensives auxquelles la Russie ne serait pas préparée.
Vladimir Poutine tente encore de comprendre comment cette opération militaire spéciale de 3 jours est devenue un cauchemar de plusieurs années. Cela lui a coûté plus d'1 million de pertes et la moitié de son armée moderne. Merci de regarder, et restez à l'écoute de l'émission militaire pour plus d'analyses et de reportages.